Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça c'est une vidéo qui fait suite à la vidéo sur les enseignements et les symboliques dans le théâtre et le cinéma. Et aujourd'hui on va parler des jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'ils nous racontent à travers leur forme d'expression et quels en sont les symboliques et les enseignements qu'on peut en tirer, sachant que, comme je l'avais expliqué, les formes d'art qui nous sont données, ce sont des outils pour mieux voir et conscientiser ce que l'humanité a à apprendre d'elle-même et dans une dimension plus large au niveau de l'univers, son fonctionnement. Donc il y a vraiment, au-delà de l'aspect, on va dire, récréatif et de divertissement que cela apporte, toute une forme d'enseignement pour mieux se connaître et connaître la dimension, les dimensions de ce qui nous entoure. Alors, si on prend le jeu vidéo, ça se base sur tout ce qui va être jeu de plateau à la base, jeu de rôle, comme Donjons et Dragons. Ça va vraiment partir de ce postulat-là, c'est d'incarner des personnages à travers des rôles bien précis. Et c'est un peu différent du théâtre parce que là, en fait, on ne va pas être simplement spectateur à regarder des acteurs jouer, on va devenir nous-mêmes acteurs de ce qui se passe. Donc, il y a eu les jeux de plateau, les jeux de rôle, et le jeu vidéo va nous offrir cette possibilité d'incarner des personnages, alors à la fois à la troisième personne, donc ça ce sont les jeux vidéo avec une vue au-dessus de ce que fait le personnage et de ce qui se passe autour. On incarne le personnage, mais on a cette vue encore de hauteur, ou sinon la proposition tout simplement d'incarner le personnage à travers ses yeux. Donc je sais qu'il y a des termes techniques au niveau du monde du gaming, on va dire, mais c'est pas forcément mon univers, sachant que je suis de la génération jeux vidéo, mais clairement je n'ai jamais eu de console ou de Game Boy. J'ai dû jouer un petit moment aux Sims, genre un an maximum. Mais pour autant, j'ai quand même une grande curiosité de comprendre cet univers-là, parce que c'était un univers qui était un peu de niche, on va dire, au tout début, parce que c'était pas forcément accessible à tous. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose qui fait partie de la culture, de la culture populaire. Et tout le monde est amené à jouer aux jeux vidéo à un moment, en tout cas pour les gens qui sont attirés, et on retrouve vraiment des personnes de tout âge, tout horizon. Et donc c'est pour ça que j'ai quand même une curiosité de comprendre ce phénomène et qu'est-ce que ça nous raconte. Parce que c'est pas un hasard si on nous a donné cette possibilité de pouvoir explorer à travers la dimension du jeu vidéo. Et donc le jeu vidéo, on va incarner un personnage dans une histoire. Et ce que je trouve formidable dans sa construction, c'est qu'on va devenir acteur. Et je vous avais parlé de la notion d'identification à travers le théâtre et le cinéma. Et bien en fait, on va voir qu'à travers les différentes formes d'art qui nous ont été amenées, à chaque fois, euh, cette notion d'identification va avoir un nouveau challenge. Donc, par exemple, quand on regarde une pièce de théâtre, un film, on va s'identifier à des acteurs qui ne sont pas nous, mais qui jouent pour nous des émotions, une histoire, et on va aller s'identifier comme dans un miroir. Et après, on va faire ce mouvement de désidentification pour tout simplement conscientiser à un autre niveau les informations. Avec le jeu vidéo, le challenge est différent parce que l'identification va être plus directe. Ça va être comme un peu prendre un costume pour carnaval et se déguiser directement. Donc là, on va dire que ce phénomène et ce challenge d'identification puis de désidentification qui est nécessaire pour pouvoir conscientiser les choses va être plus mince. La barrière va être vraiment plus mince.
Et c'est un peu l'enjeu de quand on vient s'incarner en tant qu'être dans le grand jeu de la vie. Ça va être enfiler ce costume et avoir une identification qui va être tellement solide puisqu'on va croire à ce qu'on est à travers tout ce qui nous entoure. Ça va nous renforcer cette identité qu'on se crée, que le challenge pour comprendre qu'on est autre chose que notre identité va avoir un enjeu plus difficile et plus challengeant. Et c'est ce qu'on retrouve vraiment dans le jeu vidéo. C'est ce qui fait que il peut y avoir des dérives ou que des gens vont complètement être happés dans leur partie de jeu parce que en fait ça va devenir leur nouvelle identité. Et ça, on le voit sur des gros jeux de plateforme en ligne où il y a beaucoup d'interactions parce qu'en fait aussi le jeu en groupe et en interaction va renforcer son identité parce que ça va venir la valider à travers la notion d'appartenir à un groupe. Et ça, c'est aussi le challenge qu'on retrouve, nous, dans notre incarnation, à travers, on va dire, des mouvements identitaires forts. Ça peut être à la fois, par exemple, des mouvements identitaires politiques, des fois extrémistes, parfois juste des mouvements identitaires à travers une mode, à travers un groupe de musique. Et ben, cet effet de groupe va renforcer l'identité puisqu'elle va plus être basée sur notre propre intériorité, mais va se baser sur un renforcement à travers l'extérieur. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut voir à travers le jeu vidéo voilà, interactif, on va dire. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que en fait, plus on avance dans le temps, notamment actuellement dans notre ère, et plus les arts qui nous sont proposés vont renforcer notre besoin d'identification et d'identité. Et en fait, ça nous raconte quelque chose au niveau de la conscience collective et qu'on va être donc dans une civilisation où l'ego a tellement été renforcé par la personnalité et mis au premier plan comme notre vérité d'être première. En tout cas, c'est ce que la société, la civilisation dans laquelle on est joue là-dessus, que le jeu vidéo nous raconte ça. Et je trouve que la réalité virtuelle le raconte d'autant plus parce que là, on va dire que la frontière entre ce qu'on voit et ce qu'on est à travers son casque de réalité virtuelle, c'est comme si elle tenait à un cheveu. Alors autant dans le jeu vidéo, par exemple, vous avez votre écran quand même et votre manette qui, même si on est pris dans le jeu, à un moment nous permet de revenir à nous et de prendre conscience qu'il y a l'écran qui nous sépare. Là, dans la réalité virtuelle, cet enjeu encore pour se désidentifier va être encore plus fort et plus challengeant. Ça va vraiment pointer du doigt cette position quand l'ego est vraiment croit ce qu'il est, croit ce qu'il voit et ne fait plus appel à ses sens intérieurs. C'est-à-dire que là, dans la réalité virtuelle, c'est ce qu'on voit à l'extérieur qui va nous complètement nous zapper au point de se perdre dans ce qu'on voit comme une projection. C'est comme si on se projetait. Ça donne l'impression d'une bulle autour de nous, mais pourtant il y a bien cet effet de projection hors de soi, mais qui nous donne l'impression d'être en soi. Vous voyez, c'est un peu comme une illusion, un tour de passe-passe. Je vais vous donner un exemple. Quand on va lire un livre, qu'on va lire les phrases, tout le monde imaginaire, le monde visuel va se passer à l'intérieur de soi. Donc on a un support extérieur, mais ça va comme activer tout un film, une projection, une petite salle de cinéma, mais ça va se passer dans son monde intérieur. Là, le phénomène de la réalité virtuelle, ça va nous donner l'illusion d'être dans notre monde intérieur, d'être dans une bulle, mais tout en nous projetant vers l'extérieur. Et du coup, ça va créer comme un espace vide en soi, et ça va être un espace vide comme un peu abandonné, et on va trop croire
à ce qui se passe à l'extérieur et c'est un peu ce qui se passe dans la société actuellement. Et, euh, et en fait, c'est ce phénomène un peu, je vais dire, d'hypnotiseur et d'hypnose, on va dire, collective sur les gens où on les perd à l'extérieur tout en leur faisant croire que c'est ce qui se passe exactement dans leur monde intérieur. Donc là, je pointe un peu les dérives et on va dire ce que ça raconte de négatif, la réalité virtuelle sur le fonctionnement de notre société et cette hypnose qui a lieu sur les gens. Mais la réalité virtuelle va nous raconter aussi autre chose et elle symbolise aussi par ce mouvement de projection tout ce qui est en lien avec la projection de conscience. C'est-à-dire que nous, actuellement, on a encore besoin de se déplacer avec des véhicules, mais sur des plans plus subtils, on peut très bien voyager comme on le fait déjà en rêve. Ça, c'est quelque chose qu'on fait tous, qu'on soit sensible à un vocabulaire spirituel pour l'expliquer ou non, tout le monde rêve et tout le monde fait des projections de conscience donc la nuit. Certains vont s'en souvenir, d'autres non, mais c'est quelque chose qui a lieu. Et en fait, la réalité virtuelle, on va dire, d'ailleurs c'est marrant, il y a un casque de Daft Punk derrière moi pour parler de ça, donc on est dans la thématique. Mais en fait, voilà, ce casque de réalité virtuelle vient nous raconter qu'est-ce qu'une projection de conscience et nous rappeler qu'en tant qu'individu, en fait, c'est un pouvoir qu'on a déjà naturellement et qui se fait. Sauf que là, ça va être un outil qui va nous permettre de prendre conscience de cette magie qui est, qui est notre... je perds mes mots. Donc cette magie de la projection de conscience, et c'est quelque chose qui est naturel et qu'on peut explorer à tout moment. Et comme je le racontais avant, les arts, en tout cas, laisser plus de place à notre monde imaginaire, à notre propre capacité à projeter notre conscience, à voyager et à voir intérieurement. Donc elle stimulait davantage tout ce qui va être en référence avec le troisième œil. Et aujourd'hui, on donne de plus en plus d'images. C'est aussi ce phénomène que d'avoir vu intérieurement toutes des histoires, d'avoir voyagé intérieurement, on a envie de le partager. Donc des artistes ont envie de le partager, de le mettre en forme et on a envie d'être le plus précis possible. Et c'est vrai par exemple que le cinéma, le jeu vidéo permet de mettre en forme ces univers que certaines personnes sont allées cueillir intérieurement. Sauf que pour les personnes qui ont accès à ces univers en jouant ou en regardant un film, on va dire que le phénomène fait qu'on ne va plus être dans ce monde intérieur qui va être activé, qui va être sollicité, mais on va être simplement en tant que... là aussi, le spectateur, il va avoir une autre approche parce qu'il va avoir un peu tout ce monde tout cuit qui va lui être donné et il va y avoir moins une stimulation intérieure de cette vision intérieure. Et donc dans la réalité virtuelle, comme je le disais, ça va être encore plus minime. Et donc il y a un peu cette perte de vision intérieure. Mais cependant, la réalité virtuelle nous rappelle que c'est quelque chose qui existe. En fait, c'est plus un outil conceptualisé pour nous permettre de prendre conscience que c'est quelque chose qui nous est naturel et qui est intérieur et qu'on peut faire à tout moment, plus qu'un objet qui a une fin en soi et qui doit complètement être là comme un remplacement de notre propre monde imaginaire. Donc on va dire que c'est à la fois positif pour ce que ça nous apporte comme information et comme complément, parce que c'est vrai que par exemple ça permet peut-être de visiter des musées, de faire des expériences qu'on ne ferait pas dans la vie concrète matérielle.
Mais cependant, ça pourrait être des expériences qu'on peut faire naturellement en activant soi-même tout simplement notre vision intérieure. Et c'est quelque chose qu'on fait tous tout simplement. Par exemple, en se rappelant un souvenir, et ben on se rappelle notre vision intérieure. Donc voilà, l'aspect négatif, c'est que ça vient un peu en fait nous amputer d'un don naturel. Et pour certains, par exemple, adeptes du transhumanisme, il y a cette impression que la technologie va nous apporter des super pouvoirs parce que l'homme serait limité. Mais au contraire, en fait, cette notion de transhumanisme ne fait que limiter l'homme parce que, en fait, c'est comme si elle venait l'avorter de tous ces dons naturels qui sont déjà présents. Mais comme on veut prendre l'ascenseur et que ça aille vite et qu'on veut tout de suite pour avoir des super pouvoirs pour se dire surhomme, eh bien on va faire appel à ces technologies de façon complètement avec une forme d'inconscience alors qu'elle pourrait nous être apportée avec un complément et un éveil en fait de nos dons naturels, à voir, à entendre, à voyager. Et donc, on va dire que le côté négatif, voilà, c'est cette un peu inconscience avec laquelle c'est fait, avec laquelle on va dire c'est vendu auprès des personnes. Euh, Comme si il leur manquait quelque chose et que ça allait être le complément de quelque chose qu'ils n'ont pas, alors que ça devrait être tout simplement présenté comme un éveil de quelque chose qui est déjà présent en soi. Donc voilà, j'ai un peu jonglé entre jeux vidéo et réalité virtuelle pour exprimer mon propos. Il y a autre chose qui me parle beaucoup dans le jeu vidéo, c'est le fait que en fait, dans un jeu, tout est programmé. Donc, on a programmé avec des ordinateurs à travers donc, un codage précis de 0 et de 1. Et dans l'univers, en fait, tout est déjà codé. Souvent, on dit que peu importe le choix qu'on fait, ce choix est déjà fait. On l'a déjà vu à travers les histoires mythologiques de destinée, de destin qui, peu importe le choix du personnage, vous savez, il y a cet oracle qui prédit quelque chose, le personnage veut absolument contrer ce présage et va faire absolument l'inverse et pourtant ça se passe comme ça, comme si tout était déjà, on va dire, programmé, enregistré. Alors bon, c'est une notion qu'on va un peu étayer dans le sens où dans l'univers, en fait, que ce soit manifesté ou non, c'est-à-dire que ce soit sur le plan manifesté, concret ou le plan tout simplement imaginé, ça va être des informations qui existent sous forme de codage. Parce que dans l'univers, les mathématiques ont un rôle important. Alors non pas le même rôle qu'on l'apprend, on va dire, à l'école, mais elles ont un rôle de codage et un rôle vibratoire. Les chiffres vont avoir une vibration et donc les informations existent sur un plan aussi vibratoire, un champ de possible. C'est-à-dire que quand on est amené à faire un choix, peu importe le choix qu'on fait, il est déjà enregistré à un certain niveau jusqu'au moment où on le manifeste, on l'ancre vraiment dans la matière. C'est pour ça que des médiums peuvent prédire l'avenir à partir, on va dire, d'un certain point. Il y a un champ de possibles qui se dessine et qui peut être vu parce qu'il existe donc sous forme d'informations codées dans l'univers. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'idée du jeu vidéo. On va avoir notre personnage qui va être face à des choix, face à des quêtes, et selon le choix qu'on va faire, ça va avoir une influence sur l'histoire. Mais pour pouvoir jouer, en fait, tout a déjà été codé par les créateurs du jeu vidéo. Donc quand on recevait, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était pas des maquettes, mais vous voyez les cartouches pour jouer à l'époque ou tout simplement le CD sur lequel était gravé le jeu. Alors aujourd'hui, maintenant, les jeux sont directement dans les consoles qu'on peut télécharger, donc ça nous apporte encore une nouvelle information. Tout était déjà stocké donc dans l'objet lui-même et tout existe déjà, tous les potentiels existent
et selon les choix qu'on va faire, on va les manifester. Et ça, c'est ce qui se passe dans le jeu vidéo, mais c'est ce qui se passe tout simplement pour le grand jeu de la vie. Et ça, je trouve ça trop cool de voir ça à travers le jeu et du coup de faire ce lien avec ce qui se passe dans l'univers. Je sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez votre console, c'est ce gros bloc, ce grand bloc qui stocke toutes les informations, tous les champs des possibles. Et nous, avec notre console, on appuie sur A ou B, un peu comme dans la vie, entre les choix qu'on doit faire pour avancer et du coup manifester selon ce qui est possible. Il y a une autre chose que j'aime beaucoup aussi dans le jeu vidéo. Vous voyez, quand on va commencer sa partie et qu'on va créer son personnage, on va choisir les différents attributs, comment on va l'habiller. Alors, j'ai joué aux Sims, donc c'est quelque chose, je pense, qui parlera à beaucoup de choses, voilà, à beaucoup de gens au niveau de ce qu'ils nous proposaient dans les Sims. On crée son personnage, on lui trouve un métier, en fait, c'est un peu comme comment on prépare notre plan d'incarnation en tant qu'âme. C'est-à-dire, bah, on choisit l'enveloppe dans laquelle on va s'incarner, on choisit tous les paramètres. Alors, c'est rigolo, il y a des jeux où on peut carrément choisir ses stats, si on va être plus ou moins fort, si on va être plus ou moins intelligent, sur quoi on va miser, en fait, quelles vont être nos qualités pour pouvoir entrer dans le grand jeu de la vie. Et bah ça c'est un peu pareil avant l'incarnation. Alors il y a certains paramètres bien sûr qui sont basés sur ce qu'on a déjà expérimenté avant, mais il y a vraiment cette notion de paramétrage de son identité, de sa personnalité pour pouvoir rentrer dans le grand jeu de la vie. Et selon ce qu'on a choisi, bien sûr, comme paramétrage, bah, l'expérience va être différente. Et par exemple, dans un jeu où on va plus miser, par exemple, sur l'intelligence plutôt que la force, et ben forcément ça va changer complètement l'expérience et ce qu'on souhaite apprendre et comment on souhaite faire avancer notre personnage dans l'histoire. Et donc ça, on peut clairement faire le parallèle sur, on va dire, il y a d'autres informations bien sûr complémentaires, mais sur les paramétrages de l'incarnation et le jeu dans lequel on vient faire notre expérience. Dans les jeux vidéo, il y a souvent cette notion de choix qui est fait. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que j'accepte cette quête? Est-ce que je ne l'accepte pas? Est-ce que je décide de faire le bien? Est-ce que je décide de faire le mal? Il y a vraiment en fait cet enjeu de responsabilité qu'on ne va pas trouver dans le cinéma, dans le théâtre, dans d'autres formes d'art, parce que là, on fait complètement partie de l'expérience. L'expérience dépend de notre propre de nos propres choix, de notre propre responsabilité. Donc ce que j'aime beaucoup là encore dans le jeu vidéo, c'est qu'il va y avoir cette notion de responsabilité. Je suis responsable des choix que je fais. Et aussi, il va y avoir en jeu la loi de causalité, donc de cause à effet. Je plante une graine et ça va avoir un effet forcément que je vais récolter. Donc j'ai un acte négatif, et bah, ça va avoir un impact pour la suite de l'histoire. Je vais avoir un impact positif et là encore, ça va avoir un impact pour la suite de l'histoire. Donc il y a vraiment une forme de responsabilisation dans les choix qu'on fait dans les jeux vidéo. À la fois aussi cette notion de libre arbitre, parce qu'on peut avoir le choix, donc il y a des jeux, selon bien sûr les catégories de jeux, il y a des jeux où ça va être limité, on va dire, le libre arbitre. Mais il va quand même un peu exister. Il va y avoir des jeux très linéaires où on ne va pas pouvoir aller où on veut. Mais là encore, dans l'évolution du jeu vidéo, on est passé de jeux vidéo qui étaient très limités dans les choix qu'on devait faire. On devait suivre une histoire très linéaire avec peu de possibles. Et aujourd'hui, en fait, on laisse de plus en plus de possibles en termes d'exploration, de choix, de quête. Il y a ce champ des possibles de plus en plus grand. Et donc, plus il y a un champ de possibles grand et plus la notion de responsabilisation est présente. Et aussi, on est amené à comprendre donc, cette fameuse loi de causalité et aussi de libre arbitre. C'est-à-dire que quand on va faire un choix dans un jeu vidéo, je ne sais pas, de tuer par exemple telle personne,
il va y avoir une vraie conscience de soi qui va s'installer. Est-ce que vraiment je veux tuer cette personne? Est-ce que je vais vivre ça comme un jeu? En fait, voilà, il y a vraiment cette notion de libre arbitre et de conscience de soi dans la façon dont on va jouer, dont on va expérimenter et l'impact aussi que ça va créer à l'intérieur de soi. Donc, parce que dans un jeu, il y a certaines fois, on va pouvoir choisir d'être le méchant de l'histoire, d'être le gentil de l'histoire. Et ça, à un autre niveau, si on dézoome et qu'on va dans une vision plus globale de ce qui se passe sur le jeu terrestre, et ben ça va être en lien directement avec les choix qui vont nous être proposés et demandés en tant qu'être et comment on souhaite expérimenter, vivre notre expérimentation, qu'est-ce qu'on en comprend, euh, comprendre que des fois on va être le méchant de l'histoire et toujours dans une, on va dire, une dimension d'amour, il y a des gens qui vont être amenés à jouer les méchants de l'histoire. Mais si on se base sur la vision de l'amour et du grand tout, de la source qui nous anime tous, eh bien, il y a une raison. Et il y a l'amour qui se cache derrière. Alors, à notre échelle humaine, c'est parfois dur de comprendre, mais ces gens-là sont appelés pour avoir un impact à un moment T, pour peut-être inviter d'autres personnes à faire le choix inverse et permettre en fait de faire évoluer la conscience d'une famille, d'un groupe, d'une humanité tout simplement. Mais c'est toujours dans un but constructif, évolutif. Et je trouve que le jeu vidéo permet en fait de gagner et d'adopter ce regard au-delà du personnage qu'on joue, mais tout l'enjeu on va dire, que, le, que le jeu propose, les enjeux par exemple. Souvent, ben, on trouve ça dans les films, mais d'autant plus dans les jeux vidéo, il va y avoir en fait ce rapport, on va dire, manichéen de quelque chose à laquelle on s'oppose. Parce qu'il faut tout simplement des enjeux, avancer dans l'histoire, et pour avancer, il va falloir des antagonistes pour pouvoir en fait, c'est comme s'ils avançaient, l'antagoniste arrive et pour pouvoir en fait évoluer, être projeté à un autre niveau. Bah, c'est ça en fait dans les jeux de vidéo, je rigole, mais c'est ça en fait, pour passer un niveau, on va avoir des antagonistes à tout simplement transmuter. Et ça encore, la plupart des structures de jeu nous racontent très bien ça. Et, et voilà, je trouve ça super parlant. Et aussi, une autre chose que j'avais observée dans la construction des jeux vidéo, c'est l'idée qu'il y a des jeux où on va être très guidé. Donc, on va nous donner une quête et on va déjà avoir le point de quête dessiné sur la carte. On va, tout au long du chemin, on va ramasser des bonus qui vont nous donner de la force, qui vont nous donner des potions, plein de petits outils comme ça pour nous permettre d'évoluer dans l'histoire plus facilement. Ça, c'est un peu, on peut un peu l'associer à quand on fait appel à notre équipe de lumière, à nos guides, à nos anges, pour pouvoir nous éclairer, nous apporter comme ça de l'énergie, de la force pour pouvoir évoluer dans notre propre histoire. Quand on va quand on va faire une demande intérieure à être éclairé pour faire tel ou tel choix, c'est comme si on va d'un coup nous mettre une balise, un peu comme dans les jeux vidéo, pour nous montrer c'est là où tu dois aller. Et selon les choix qu'on va faire, voilà comment on va avancer. Nos guides vont nous envoyer des petits bonus comme ça pour pouvoir avancer et que la quête soit plus facile. En fait, il y a vraiment cette notion de demande et le ciel t'aidera, et que je trouve qui est présente dans les jeux vidéo. Et sinon, il y aura d'autres jeux vidéo, alors que j'ai pu expérimenter, on va dire, visuellement, par exemple, comme les jeux Dark Souls ou de cette même empreinte, où là, par contre, on va être très peu aidé. On va vraiment partir de personnages où le point de quête n'est pas présent, où il y a très peu d'informations au niveau des écrans.
on va quand même avoir des indices, mais ils vont être vraiment étayés, donnés à certains moments, et ça va être à nous en tant que joueurs de faire appel à notre propre capacité de mémoire, capacité d'enregistrement, capacité cognitive pour pouvoir avancer dans le jeu et faire vraiment appel à une forme de persévérance, car en fait on va faire appel à nos propres ressources intérieures. Et ça me fait penser à ces moments de la vie. Par exemple, on a été beaucoup aidé par les guides qui nous ont donné beaucoup d'informations, on s'est senti beaucoup soutenu. Et il y a des périodes comme ça où d'un coup on va plus entendre, on va plus se sentir autant accompagné, on va avoir moins de signes. Mais en fait, ce n'est pas une punition. Et ça me fait un peu penser à ces fameux 3 jours d'obscurité dont on a entendu parler. Mais ce n'est pas une punition, en fait, c'est un cadeau qu'on nous fait pour faire appel à nos propres ressources intérieures, pour en fait mieux se révéler et développer soi-même ses super pouvoirs et ne pas toujours être dépendant, on va dire, de l'aide de nos guides. Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut se présenter en fait dans le cheminement spirituel. C'est ça y est, avoir compris la formule magique, je fais appel à tout un tas de choses extérieures pour me guider, que ce soit les oracles, les pierres, les guides, allez, je vais faire appel à une médium, nanana. Et en fait, on commence à se perdre et à se créer une propre histoire où tout va nous paraître facile, mais ça va être une histoire pour nous-mêmes se rassurer et se défaire de possibles difficultés de la vie. En fait, on va venir se scléroser dans une forme d'identité rassurante, où on se rassure par tout un tas de choses extérieures, mais qui va complètement nous couper de notre capacité intérieure à évoluer. Ça va un peu créer une forme de lobotomie euh, dans le sens inverse. Et c'est pour ça que parfois, avec toute la bienveillance et l'amour du monde, et ben nos guides, ceux qui nous accompagnent, coupent tout simplement pour qu'on fasse appel à nos propres ressources intérieures, à notre propre don intérieur, qu'on découvre ces facultés-là à travers nous-mêmes. Et je trouve que les jeux comme Dark Souls, Elden Ring, alors je crois que le terme c'est Souls-like, euh, nous raconte très bien ça. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que Dark Souls, donc ça veut dire âme noire, donc on est dans un univers un peu de dark fantasy. Mais ce que je trouve très beau, c'est que même si ça commence dans cette ambiance dark fantasy, en fait, tout l'appel, ça va être de rallumer la flamme, cette flamme intérieure, de la raviver, et à travers en fait cette reconnexion à notre propre potentiel. Donc même si l'ambiance peut paraître un peu dark à l'extérieur, il y a toute une dimension mystique qui va nous demander de faire appel à notre propre capacité, nos capacités de patience, parce que pour ces jeux-là, il faut énormément de patience. Ça va être une vraie initiation mystique qui va avoir lieu. Et je trouve ça assez chouette et merveilleux aussi de rencontrer cette dimension-là dans le jeu vidéo. Et, euh, et voilà, donc dites-moi en commentaire comment le jeu vidéo vous parle par rapport tout simplement à la dimension spirituelle, à votre propre cheminement. Est-ce que vous avez joué aux jeux vidéo? Est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont marqué? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont permis de prendre conscience de certaines choses, qui sont venus réveiller des choses à l'intérieur de vous? Voilà, en vrai, ça m'intéresse trop parce que comme je vous ai dit, moi je suis pas une grande joueuse de jeux vidéo, mais par contre, j'ai une vraie curiosité et passion à connaître cette forme d'art et cette forme d'expression, d'exploration dans sa dimension positive, même si je sais qu'il peut y avoir aussi une dimension négative, comme je l'ai exprimé, une trop forte dimension d'identification qui va faire qu'on va complètement abandonner notre dimension intérieure et se perdre comme ça à l'extérieur. Et ça va peut-être des fois nous couper de qui on est, mais il y a aussi toute cette dimension d'exploration qui va permettre aussi de se reconnecter à soi et de comprendre en fait des informations au niveau des schémas d'incarnation, des schémas de la loi de causalité. Euh, donc voilà, je trouve ça trop trop chouette. Et aussi encore cet enjeu d'identification, mais aussi apprendre à se désidentifier.
parce que quand on finit une partie de jeu, et ben, on apprend à se désidentifier, un peu tout simplement quand on a fait notre chemin de vie et qu'on meurt, on laisse notre corps de chair pour rejoindre donc notre dimension plus spirituelle d'esprit. Et ben c'est un peu comme quand on termine une partie de jeu vidéo, voilà, notre personnage meurt, on finit cette partie, voilà, on laisse derrière nous cette identité à laquelle on s'était associé le temps d'un voyage, le temps d'une exploration, le temps d'un jeu, parce que la vie est un grand jeu. Et voilà, donc dites-moi en commentaire comment ça vous a parlé, les jeux qui vous ont le plus parlé. En termes de réalité virtuelle, j'en ai un peu moins parlé, mais le parallèle est intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle, on est encore dans la façon dont elle est présentée, il y a une forme un peu encore d'inconscience. Elle peut avoir un impact positif comme négatif. On en est un peu au début de cette exploration-là. Mais en tout cas, ce que je sais par rapport à la réalité virtuelle, c'est qu'il y a cet enjeu, comme je vous l'ai dit, d'identification qui va être renforcé et tellement fort qu'on va avoir du mal à se désidentifier, qu'il peut y avoir une forme de dépendance qui va être créée par rapport à la machine pour projeter notre conscience et nous faire oublier nos propres dons de voyage dans les autres sphères, notre propre capacité à imaginer, voyager, créer. Voilà, ça c'est un peu, on va dire, l'aspect négatif, mais en même temps, ça nous raconte tellement notre propre champ de possibles intérieur et à laquelle on est appelé à se reconnecter. Alors, donc cette vidéo était un petit peu longue, mais en même temps, j'avais beaucoup de choses à dire. Peut-être que peut-être que je ferai un deuxième format de vidéo pour rajouter des choses, peut-être des informations qui vont venir par la suite. J'espère que ça a été assez clair et que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.